Hello les amis, bonjour à toutes et à tous, Mounia Sacha avec vous en ce lundi extraordinaire de 1er avril 2024. Hi-ha! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui va être sous forme de podcast et sous forme d'interview de la part de Sylvie Richard, qui est la créatrice du podcast Heureux et Surdoué. Si vous ne connaissez pas et que vous vous reconnaissez dans les caractéristiques des personnes à haut potentiel, des surdoués, des zèbres, des HPI, HPE, de toutes ces personnes atypiques aux multi-noms, tous plus folkloriques les uns que les autres, allez-y, je vais vous mettre les informations de contact pour Sylvie Richard et son podcast. Vous allez voir, il y a plein de témoignages de personnes qui sont en fait surdouées et heureuses, contrairement à ce qu'on pourrait nous faire croire par rapport à toutes les caractéristiques, on va dire, fardeaux et handicapante de la douance, de la surdouance. Donc, j'avais fait un podcast avec elle, comme par hasard, quelle belle coïncidence, le 1er avril 2021, donc il y a exactement 3 ans, jour pour jour. Et comme je reçois énormément de questions par rapport au haut potentiel, comment je l'ai découvert, comment j'ai réagi lorsque je l'ai découvert, comment j'ai fait pour l'accepter, et surtout, 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 et avant tout, qu'est-ce que j'en ai fait de ce haut potentiel. Je reçois énormément de questions et j'ai vraiment prévu de vous faire une série de vidéos sur le sujet. Mais je me suis dit que ça serait bien déjà de commencer par cette interview où je me dévoile vraiment dans mon authenticité, ma vulnérabilité, vraiment sans tabou, sans filtre, par rapport à comment moi j'ai vécu les choses. Donc moi, je l'ai découvert en 2015. Ce podcast a été enregistré en 2021. Donc 6 ans plus tard, donc j'ai eu le temps de digérer le truc. Donc je vous parle de comment se sont passées les choses pour moi. Et si je vous parle de moi, c'est juste pour vous parler de vous en réalité, parce qu'en vous parlant de moi, vous allez pouvoir vous reconnaître vous dans ce que je dis, dans ce fonctionnement, dans ces caractéristiques, dans ce que j'ai vécu. Je vous souhaite une excellente et agréable écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre thématique. Je vous aime. Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien? Le haut potentiel, c'est une chance. Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue dans mon entièreté. Aujourd'hui, je vous présente Mounia Sacha. Elle partage son expérience de la découverte de son fonctionnement atypique dans des conditions tout aussi atypiques puisque à ce moment-là de sa vie, elle vivait aux États-Unis. Elle nous parle du temps d'intégration avant de passer le bilan, tout le cheminement entre le moment où elle a commencé à se poser des questions et puis la prise de décision du j'y vais, le déni qui a suivi le bilan et la révélation du haut potentiel, puis enfin l'acceptation, comment elle en a fait une force et pourquoi aujourd'hui elle accompagne des femmes au potentiel à se libérer de croyances limitantes, à prendre confiance en elles pour à leur tour déployer leur plein potentiel. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Monia. Oui, Sylvie. Bonjour Mounia, bienvenue sur Heureux et Surdoué. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Ben, merci à toi. Merci à toi pour la belle initiative et pour l'invitation. J'ai découvert ton travail en fait tout récemment sur Facebook, la magie des réseaux sociaux, comme quoi il y a aussi des bonnes choses. Ouais. Et quand j'ai senti en fait ta façon de parler du haut potentiel et ton énergie, d'abord ça m'a intéressée, j'ai eu envie d'écouter un petit peu ce que tu proposais. Puis rapidement je me suis dit mais tiens, mais ça c'est une personne que j'aimerais avoir dans mon podcast parce que C'est trop ça gentil. correspond en fait à ce que j'ai envie de porter comme message, comme énergie. La possibilité de voir le haut potentiel, pas seulement de son côté sombre, même si on ne l'efface pas, mais aussi de son côté lumineux. Donc, je suis ravie du partage que tu vas nous faire ce soir. Merci Sylvie, je suis contente.
Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer un petit peu, pour toi, comment ça s'est passé, la découverte de ton haut potentiel, dans quelles circonstances ça s'est déroulé? Ouais, moi c'était très 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 bizarre. En fait, pour commencer, j'ai toujours rêvé d'avoir une spécificité. Tu vois, parce que quand j'étais enfant, c'était très très compliqué. J'étais tout le temps en décalage. L'école, c'était pas trop ça. Les centres d'intérêt n'étaient pas du tout les mêmes que les autres. Enfin, c'était très compliqué. Je vivais beaucoup d'injustices à Mhm. l'école, avec les professeurs, avec les enfants, les élèves. Enfin, c'était horrible, vraiment. Mais il n'y a rien qui a mis la puce à l'oreille à qui que ce soit à ce moment-là, ni à moi, ni à mes parents. Surtout que j'ai grandi d'abord au Maroc avant de finir en France. Du coup, il n'y avait pas tout ça, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Et en fait, c'est difficulté sur difficulté sur difficulté, mais grâce à un facteur de résilience qui m'a fait me suradapter toujours et encore, Mhm. qu'un jour, j'ai commencé à me poser des questions, en fait, si j'étais normale ou pas, en fait. C'est moi, hein. Je me remettais moi en question, je me disais, mais je dois avoir un problème, tout le monde me fait des reproches sur ce côté-là de ma personnalité, tout le monde me dit des choses, enfin bref. Et ce qui m'a fait découvrir le haut potentiel, c'est vraiment par hasard, c'était sur un groupe Facebook qui n'avait absolument rien à voir avec le haut potentiel, c'était l'éducation alternative Montessori, parce que je m'y D'accord. intéressais beaucoup, beaucoup pour mon fils. À ce moment-là, j'en avais qu'un. Et quand je voyais des personnes être dans le jugement et dans le reproche, des mamans qui venaient poster, qui venaient célébrer leurs petits efforts et qu'on venait les humilier ou, tu vois, leur marcher dessus en leur disant que c'était pas assez, que c'était n'importe quoi et que ça n'avait rien de Montessori, etc. Et moi, tout ça, ça me déclenchait et je trouvais ça injuste et puis je venais défendre ces mamans et tout et puis ça me rendait tellement mal qu'un jour une personne est venue me voir en privé et c'était une personne à haut potentiel. Et D'accord. c'est elle qui m'a dit, écoute Mounia, je vois comment tu réagis et tout. Ça fait longtemps que je vois comment tu réagis au poste et tout ça. Et je voulais te parler de ça, mais je sais pas comment, etc. Et puis elle m'a mise sur la piste en fait. Elle m'a dit, écoute, moi, voilà ce qu'il en est pour moi. Et puis, j'ai envie que tu lises juste ces deux livres. Et elle m'a donné le titre des livres de Jeanne Sio-Fachin et de Christelle Petit-Colline à la base. Et elle m'a Mhm. dit, juste lis ça et dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté les livres et je pense que j'ai dû mettre 5 post-it par page, tellement que je me reconnaissais dans chaque ligne de chacun d'eux. C'était, voilà, c'est comme ça que ça a commencé en fait. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est l'importance. Enfin, en tout cas, moi, ça revient quasiment systématiquement dans les interviews. Alors, pas interviewer encore tous les hauts potentiels du monde, donc c'est possible que ce soit peut-être des coïncidences. Mais je trouve que quand même, ça revient très fort, c'est l'importance d'une tierce personne. Mm. Ça se fait jamais par une découverte anodine, seule dans son coin. Il y a toujours quelqu'un qui vient mettre sur la piste, Ouais. qui vient allumer la petite flamme et dire, en tout cas, en parler, l'évoquer, Ah oui, c'est sûr, et faire c'est en sûr. sorte que piquer ta curiosité pour qu'ensuite tu ailles par Mm. toi-même faire des recherches et découvrir ce que c'est en fait. Non, c'est clair. Et puis je t'avoue que quand elle m'en a parlé, et puis elle avait utilisé le terme zèbre que je connaissais pas du tout. Mhm. Et c'est que quand elle a dit surdouée, je me suis dit quoi, moi surdouée, mais j'ai jamais eu de 19 en maths, tu vois, c'est vraiment les clichés, Ouais. les faux clichés en fait, c'est des clichés quoi qui m'ont repoussé encore plus en me disant non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible, alors que toute ma vie, j'ai rêvé secrètement d'avoir de la magie dans ma vie, d'être en décalage grâce à quelque chose de beau, parce que moi je vois ça comme quelque chose de beau au Mhm. final, tu vois. Et ouais, voilà, ça s'est fait vraiment par hasard grâce à une tierce personne. Et encore, ça n'a évidemment pas suffi, c'est que je suis restée dans le déni
quasiment 3 ans, même après mon diagnostic. D'accord, ok. Donc, je trouve ça intéressant, vraiment, si tu veux bien creuser. Du coup, déjà, comment ça s'est passé, le moment de la décision de passer le test? Comment tu Ouais, t'y es alors, prise? ouais, j'essaie de remonter un peu dans le temps parce qu'il me C'était il y a semble que... combien de temps? Alors moi, j'ai commencé à creuser cette histoire de haut potentiel en 2013. Mon fils avait 2 ans. Donc, D'accord. tu sais, c'est quand tu te maries, que tu as des enfants, que tu commences à te remettre en question, à creuser sur toi, sur comment tu veux les éduquer. Moi, c'est comme ça Mm. que c'est Ouais. venu, en fait. Et donc, j'ai creusé pendant 2 ans avant de passer le test. Qu'est-ce qui m'a fait passer le test? C'est déjà, bon, ces livres, les conférences. Après, j'ai été assoiffée de connaissances sur le sujet, hein. Je suis allée... Boulimique. Ouais. Ah oui, j'étais une boulimique de connaissances sur le sujet. J'ai regardé toutes les conférences possibles, toutes les vidéos, j'ai lu des articles, les blogs. Et à chaque fois que je me reconnaissais, je me disais, bon, bah, c'est peut-être vrai finalement, c'est peut-être vrai cette histoire-là, ça va peut-être me sauver la vie. Parce que j'étais dans un conflit intérieur, Mm. tu vois, et puis j'avais pas envie de rater le coche avec mon fils. Oui. Tu sais, c'était tout ça en fait. Je me sentais responsable de moi, de ma famille, de mon enfant, de tout. Il fallait que je sauve la vie là des gens, tu vois. C'était ça en fait. Et, euh, et le fait que je me reconnaisse et que je fasse des liens, que je construise des ponts chaque soir où toutes les pièces du puzzle de ma vie prenaient forme, le puzzle se remettait en place. Je me disais, ah mais c'est à cause de ça que je suis comme ça, ah mais c'est parce que j'ai vécu ça, ah mais c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Tous les Toute ma liens. vie, ah ouais, Mm. c'était juste incroyable et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y Mhm. avait toute ma vie qui me mettait les larmes aux yeux en fait. Tout, 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 tout. Je revoyais tout avec un autre regard. Et le jour où j'ai décidé, je pense que c'était à la suite d'un burn-out, mais je ne me rendais pas compte que j'étais dans un burn-out. Je connaissais même pas le mot burn-out. Je Mhm. pense que j'ai souvent été dans des burn-out, mais je m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était mon fonctionnement qui était comme ça Ouais. et que c'était le manque d'aide extérieure qui faisait que je me sente comme ça, mais c'était à aucun moment un truc anormal, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Et un moment où j'étais vraiment mal, mais très très mal, que je me suis dit, il faut que j'aille quand même voir une psychologue et mettre des mots sur tout ça, ne serait-ce que pour me soulager un peu, quoi. Mhm. Et du coup, j'habitais aux États-Unis, en fait, hein. Tout ça pour te dire ça, c'est que c'était compliqué. Je savais même pas s'il fallait que je consulte en anglais ou en français ou dans quelle langue, à quel endroit, avec qui, aucune idée. Et c'est que quand je suis retournée en vacances en France, voir ma famille, que j'ai décidé de monter à Paris D'accord. pour consulter. Voilà, c'était sur un coup de tête, je m'en fichais. Combien ça coûterait, ça m'était complètement égal. Il fallait vraiment que je, euh, je sois légitime. Je me sentais pas encore légitime dans ça, tu vois. Et avec la définition qu'on donne au potentiel, c'est pas évident de dire, d'expliquer au monde qu'en fait, non, c'est juste un fonctionnement différent. Tu sais, c'est mal vu. On pense que d'un coup, tu es en train de frimer parce que tu es trop intelligente, Ouais, bien alors sûr. que c'est pas ça et c'est frustrant encore plus. Voilà. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille voir un professionnel qui du coup, va me légitimiser, quoi. T'avais Tu vois, passé t'avais dépassé ton, comment dire, ta zone, ta ligne de, comment, ah, je trouve pas mon mot. sortir de la T'avais, zone de confort. ouais, c'est pas la zone de confort, mais t'avais dépassé la limite d'acceptation Ah précédente, oui, en ah fait. oui, 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 c'était Jusque juste là, plus tu possible. supportais cette Ouais, interrogation. ouais. Tout d'un coup, ça devient plus possible de vivre avec ce doute et tu as besoin de savoir. Ah oui, mais tout à fait, tu vois. Et je pense que j'avais besoin de prendre ce temps pour bien comprendre les choses et Ouais. n'avoir aucun doute là-dessus, que je me reconnaisse en ça, en ce fonctionnement, pour décider d'aller me faire diagnostiquer. Enfin, diagnostiquer, j'aime pas trop ce mot. Identifier, moi je dis Voilà, identifier identifier. parce que diagnostic, ça fait toujours penser au côté médical Voilà, une et à maladie. la maladie. C'est pas Or, ça. c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout, bien au contraire, mais
J'avais besoin de savoir, mais en même temps, j'avais peur qu'on me dise que c'est pas ça du tout. Ouais. Et que je retombe encore plus bas avec encore le manque d'estime, le manque de confiance, le doute, l'angoisse. Mais Ouais, qu'est-ce que bien ça sûr. peut être? En fait, je suis folle, quoi. C'est pas possible, il y a quelque chose. Voilà, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. C'était Et aux États-Unis, enfin, moi j'imagine qu'ils sont toujours un peu en avance sur tout ça et peut-être qu'ils abordent aussi ce sujet-là plus facilement. Là-bas, t'en as pas entendu davantage parler ou t'as pas pu communiquer avec d'autres sur ce sujet-là? Alors, en fait, non, j'ai même pas essayé. J'ai pas D'accord. essayé parce que, bon, point de vue test, puis point de vue identification, j'avais aussi peur de le passer en anglais et d'avoir des mauvaises notes, entre Ouais, guillemets. faire des erreurs. Voilà, de par la langue, c'est pas ma langue natale, c'est ma troisième langue, l'anglais, donc je me suis pas intéressée plus que ça. Par contre, je n'ai fait que des rencontres extraordinaires de personnes qui fonctionnent comme ça. Tu sais, Ouais. des personnes que quand tu les rencontres, tu peux passer des journées, des heures et tu vois pas le temps passer. Mhm. Et je suis persuadée que ces personnes sont à haut potentiel. Et du coup, quand je commençais à apporter le sujet un peu, ben, c'est pas du tout abordé de la même façon qu'en France. C'est effectivement abordé d'une façon super positive, au point que eux rendent ça tellement beau et tellement normal et tellement naturel que à ce moment-là, c'est pas ce dont j'avais besoin. À ce moment-là, moi, j'étais dans la frustration, j'étais dans la colère aussi, j'étais, tu vois, dans les émotions hautes, les Ouais. énergies hautes négatives. Mhm. Et j'avais pas besoin qu'on me dise que c'était un cadeau à ce moment-là. Ouais, Pas je comprends. encore. Tu vois, Mhm. aujourd'hui, oui, je pourrais accueillir ce genre de discours. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on ne te l'apporte pas de la même façon. On appelle ça gifted people. Oui. Donc, les personnes qui ont un cadeau inné, c'est pas les caractéristiques négatives et contraignantes qu'on décrit en France. Mais c'est vrai aussi qu'il y a tout un chemin de compréhension et moi j'appelle ça un chemin initiatique, mais Mm. pour avancer jusqu'à la liberté d'être soi, s'accepter, et on passe par toutes ces différentes phases. Alors, plus ou moins vite selon les histoires et selon les moments aussi où tu le découvres, je pense, dans ta Ouais, vie, que ça c'est peut ça. changer beaucoup de choses. Non, c'est clair. C'est clair. Et puis, en fait, quand t'en parles et que tu te reconnais dans le haut potentiel, tu passes déjà par toutes les étapes du deuil. C'est le deuil de l'ancien Oui. toi, c'est le deuil de ton ancienne vie, c'est le deuil de certains projets, de certaines idées. Donc, effectivement, j'ai eu besoin de ce temps pour passer par la colère, ensuite le déni, la négociation, la tristesse et enfin Mais oui, l'acceptation, tellement. tu vois. Mais oui, tellement, parce que quand tu repenses, quand tu fais l'exercice dont tu parlais tout à l'heure, qui est inévitable, on passe tous par là, on reprend le fil de sa vie, on remet les pièces du puzzle et puis on, on réinterprète en fait Ouais, avec cette nouvelle information. ouais. Effectivement, c'est des moments plus ou moins compliqués, mais bon. Ah, ça peut être très douloureux. En fait, tu refais l'histoire, quoi. Tu refais l'histoire et tu changes les histoires que tu te racontais dans ta tête. Ouais, Tu vois, parce que tu avais une certaine perception des choses et ensuite on te dit que voilà, tu as un certain fonctionnement et tu refais toute l'histoire en fonction de ça. Du coup, ça te change toute ta vie. Tu sais, c'est quand même. Je me ouais, rappelle avoir passé des nuits et des nuits à cogiter et à ne pas dormir et puis à me lever en pleine nuit, prendre des notes, des choses qui me venaient en tête, reprendre une page d'un livre et revoir le truc. Et enfin, c'était quand même. Quand j'y pense, c'était énergivore, c'était quand même un sacré challenge, quoi. C'était. ouais. 2 ans, 2 ans, t'es resté comme ça en fait avant Alors, je de dirais, passer. oui, 2, 3 ans, ouais. Mm. D'accord, ok. Et donc, ce bilan, comment il s'est Bah passé? donc, alors, il s'est passé dans des conditions pas idéales du tout. Ouais. J'avais pas le choix. Il y avait des rendez-vous à prendre, il n'y avait pas beaucoup de dates disponibles. Moi, je l'ai passé à Cogitos à Paris, donc il y a beaucoup de demandes apparemment pour ce centre-là. Paris, c'est à 500 km de chez moi. Mhm. Du coup,
déjà, je suis arrivée épuisée en France et j'ai tout de suite pris mon rendez-vous et j'ai dû prendre le train, dormir chez une copine, forcément cogiter toute la nuit, tu vois comment ça va se passer. Et puis si je ratais, tu le prends comme un examen, c'est juste dingue. Tu as tellement pas, enfin moi, j'avais tellement pas confiance en moi. Je savais pas du tout de quoi il s'agissait, hein. J'avais aucune notion de ce qui allait se passer pour moi. Si à peine je savais ce que voulait dire une anamnèse, hein, j'avais jamais vu une psychologue avant, donc je savais pas du tout. Et je débarque à Paris, paumée, à chercher l'adresse toute seule. C'était pendant le mois de Ramadan, donc moi j'étais en période de jeûne, donc épuisée, il faisait super chaud. Je peux te dire que c'était pas les meilleures conditions. Si c'était à refaire, je le referais pas comme ça. D'accord, ouais. Et comment ça s'est passé? Je suis arrivée, j'ai été accueillie par une des psychologues de l'équipe de Jeanne Sio-Fachan pour l'anamnèse qui a duré 40-45 minutes. Sur les 40-45 minutes, j'ai dû passer facilement 30 minutes à pleurer. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges verbaux. C'était l'émotion. Ah oui, c'était intense. Il y a tout qui sortait comme si... tu connais le triangle de Cartman, mais tu vois, j'étais vraiment dans la situation de victime. Je cherche un sauveur à tout prix, là. Ouais. J'en peux plus. J'en peux plus et je répondais aux questions comme je pouvais, mais chaque question faisait remonter les émotions et puis j'étais pas du tout intelligente émotionnellement à cette époque-là. Ouais. Tu vois, c'était un trop-plein. C'était horrible, horrible. Voilà. Ça, c'était le premier jour, l'anamnèse. C'est les conditions dans lesquelles tu es arrivée et dans lesquelles tu as commencé, en fait. Ah, c'était catastrophique. Et je me disais, c'est bon, j'ai foiré mon examen. Ouais. Je vais N'importe quoi. passer. Voilà, c'est... quand je t'en parle, là, j'ai encore l'estomac, les intestins serrés, quoi. Donc, Juste pour préciser, l'anamnèse, c'est le rendez-vous, le premier rendez-vous. ouais, c'est ça, c'est le premier rendez-vous, on apprend un peu à se connaître. Voilà, avant le test qui est proposé par le psychologue, en fait, on n'arrive pas pour direct, passer le test, la première question au bout de 5 minutes. Oui, déjà voilà, c'est juste... faire connaissance, ouais. Ouais, faire connaissance et puis savoir un peu ton passé. Et puis, la première question qu'elle m'a posée, je me rappelle très bien, c'était qu'est-ce qui vous a amené à passer ce test? Et j'ai complètement bugué en fait, parce que j'ai bugué, j'arrivais pas à répondre et j'avais l'impression d'être jugée. Oui. Déjà, j'ai eu cette impression de mais qui te dit que tu es intelligente? Ouais. Tu vois, c'est le cliché qui revient là comme ça, Sans évaluer. agressé. Le langage interne, c'est... j'avais l'impression de lui dire « Ah, mais non, c'est pas moi, c'est une copine qui m'a envoyé vers vous. » Me justifier. Ah, elle est pas mal celle-là. Ah non, c'était catastrophique, hein, je te le cache pas. Ça, c'était pas... Ouais, c'était... j'ai été prise par surprise. Je savais pas où je mettais les pieds, mais j'avais l'impression qu'on allait me sauver la vie d'un coup et qu'on allait me dire ce que j'avais, quoi. Ouais, mais c'est presque ça en même temps. Ouais, oui. Clairement. T'as de l'espoir, quoi. T'as un espoir. Même si tout ne s'arrête pas là, mais... Non, loin mais de c'est un là. moment intense, ouais. Ok. Et donc, ton test est passé, tu as les résultats, tu comprends donc que tu as un fonctionnement atypique. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de ça après, en fait? Ben, déjà, c'était compliqué. Le test, pour moi, a été une épreuve très compliquée. J'étais vachement dans l'absorption des émotions de la personne qui m'examinait. J'étais vachement dans le regard et dans l'analyse de son non-verbal. J'avais vraiment l'impression que j'étais à un concours. Tu sais, que c'était horrible. J'analysais tout. Donc, pour moi, déjà, c'était très, très difficile. Ce test-là. Quand je suis ressortie, bah après, moi, j'ai pas eu les résultats tout de suite. Hein. Ils te les envoient quelques semaines plus tard. Les envois? Ouais, bah moi, j'étais aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Du coup, j'étais déjà plus en France. J'ai passé mon test et je suis repartie. Et ils me l'ont envoyé par email. Donc, effectivement, j'ai pas trouvé ça cool. Wow. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vas faire des radios.
et Non, qu'on c'est te dingue. diagnostique une tumeur et qu'on te donne les résultats et qu'on te renvoie chez toi. Donc, c'est pas aussi grave, évidemment, mais tu te sens quand même livré à toi-même à la fin. Il y a rien derrière. Mais non, Il et y a puis rien. des éléments d'explication. Et puis Rien. un Rien du échange. tout. Et je sais pas si ça se passe comme ça partout, hein, sûrement pas. Mm. Mais après, moi, j'ai rien demandé non plus. Je savais pas où je mettais les pieds. Mais c'est vrai que je me suis sentie mais tellement seule au monde après ça. D'autant plus que mes résultats étaient hétérogènes. D'accord. Mais qu'on m'a quand même confirmé le haut potentiel. Parce qu'apparemment, j'avais des notes très très hautes dans certains items qui étaient très spécifiques à cette caractéristique-là, ce fonctionnement-là. Donc, je comprenais rien, j'étais confuse et le fait d'avoir des résultats hétérogènes m'a remis le doute. Je me suis dit qu'il s'était peut-être trompé, c'est pas possible et j'avais Ah, ce personne pour cercle infernal, m'expliquer, tu vois. Ouais, ça se c'est finit terrible. pas, Mm. c'est terrible, terrible, Tu terrible. passes ce bilan pour te sentir plus légitime. On te dit c'est ça, et toi après tu sabotes le truc avec C'est encore les doutes. catastrophique. Oui, mais peut-être que non, peut-être qu'il s'est trompé. Ouais. Peut-être que comme c'est hétérogène, c'est pas tout à fait ça. Ça veut rien dire et puis ben voilà, c'est pas parce que j'ai eu des notes élevées là que ça veut dire ça. J'ai Ouais. juste dû compenser parce que j'étais très fatiguée pour le reste. Tu sais, mais n'importe quoi. Tu pars Mm. dans des analyses et je me suis sentie très très seule. J'ai dû contacter Jeanne Siofachin directement, qui m'a pas répondu personnellement, J'ai eu des réponses de certaines personnes, je pense, de son équipe. D'accord. Mais ça restait des réponses très, très, très vagues et en même temps, voilà, Je trouve très... ça fou parce que en plus, 2014, t'as dit? C'est Ouais, pas. 2014, 2013, Ouais, mais enfin, 2014. Internet existait depuis longtemps. Enfin, Ah oui, 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 il y avait c'est... déjà des moyens de communiquer en visio, de se parler, de faire autrement. Le test, il me semble que je l'ai passé en fait en 2016. 2013, c'était la découverte du truc. Et j'ai D'accord. laissé écouler 2 ans et demi, 3 ans et ensuite le test. Donc 2016, ouais. Ok. 2016, c'était pas une question de manque de communication, c'est juste aujourd'hui j'ai envie de dire savoir-faire, le savoir-faire de l'accompagnateur, des professionnels de l'accompagnement. Surtout là, en fait, moi, je pense que j'ai tellement idéalisé le truc, c'est-à-dire, bah, c'est une personne qui est spécialisée dans le haut potentiel, donc elle doit, tu vois, elle doit connaître ça, elle doit savoir ça, elle doit se comporter comme ça. Elle nous connaît, donc elle doit, tu vois. J'ai Mm. mis la barre super haute, mais en fait, c'est des êtres humains, comme tout le monde, avec leurs qualités, leurs défauts. Enfin, il n'y a rien de plus, quoi. Oui. Et puis après, c'est tout un organisme en fait. C'est vrai qu'elle a initié ce mouvement, mais bon, en fait, ça la C'est ça. dépasse largement aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui envisage de passer le test et qui se pose des questions? Justement, j'ai eu une très jeune fille au téléphone il n'y a pas longtemps et qui m'a posé la même question parce qu'elle aimerait le passer, mais elle n'ose pas, et puis elle est en colère, et puis elle ne se reconnaît pas du tout dedans. La première chose que je conseille aux personnes qui souhaitent vraiment passer ce test, c'est déjà de trouver un psychologue qui soit vraiment spécialisé dans le haut potentiel, mais pas seulement, aussi une personne avec laquelle ils ont du feeling. Il y a quelque chose qui passe. On ne peut pas se faire accompagner par des personnes avec qui on n'accroche pas. C'est vraiment, vraiment pas possible. C'est pas Mhm. possible. Surtout quand on est dans cette situation-là, avec toutes les caractéristiques émotionnelles qu'on connaît, on a besoin de quelqu'un avec qui on accroche émotionnellement, avec qui il y a de l'affect. Si on Et n'aime là, pas la personne, ça va pas passer. Donc, ça, c'était le premier conseil. Euh, Ben, moi, les personnes qui me demandent, elles me demandent est-ce que je dois le passer ou non. Mais ça, pour ça, il faut vraiment suivre son intuition. Tout ce que je peux leur conseiller, c'est de travailler sur leur peur aussi.
Qu'est-ce qui leur fait peur? C'est ce que j'ai dit exactement à cette jeune fille. Elle a 22 ans, donc elle est super jeune. Elle découvre ça. En plus, elle est dyslexique et elle a eu une vie vraiment très, très dure à cause de tout ça. Du coup, moi, je lui ai dit, écoute, travaille sur ta peur. Qu'est-ce qui te fait peur là maintenant? Ben, j'ai peur de foirer l'examen, j'ai peur de pas répondre, j'ai peur de répondre à côté, j'ai peur de pas comprendre les questions, j'ai peur d'un faux diagnostic, j'ai peur qu'on me dise que c'est pas ça et que je me retrouve avec autre chose, etc., etc. Bah, ok, mais c'est pas grave toutes ces peurs, c'est pas ça qui doit t'empêcher de passer ce test-là. Donc, Ouais. prépare-toi à tout ça. Au cas où ça arrive, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Comment tu vas faire pour vaincre ces peurs-là si elles se présentent, etc. Et au cas où, au pire, du pire, du pire, est-ce que tu vas survivre? Bah oui. Au pire, Ouais. tu vas en rester là où tu en es maintenant. C'est tout. Il va rien t'arriver de dramatique, tu Moi, vois. je dirais même, et si tu le fais pas, à côté de quoi tu prends le Tu risque de passes. passer. Exactement, c'est soit tu prends le risque de le passer, que ce soit pas ça, mais au moins tu auras éliminé une option, Ouais, soit tu ne prends pas le risque de le passer et toute ta vie, alors je leur dis, hein, toute leur vie, ils vont vivre dans un mirage, mais vraiment le mirage de, mais et si je l'étais réellement, et si je passais à côté d'un accompagnement, et si je passais à côté de ma vie, et si, et si, et si, tu vois. Du coup, autant avoir de la clarté, quitte à vérifier auprès de plusieurs psychologues, parce que c'est ce que j'ai fait quand même, hein, parce que mon histoire s'arrêtait pas là. C'est ce que j'ai fait, mais au moins tu as une piste, au moins il y a du concret, au moins tu sais, tu repars ouais. avec des nouvelles choses à explorer. Et ça, c'est important quand même. Et même, comme tu disais, si c'est pas ça, tu supprimes une option. Et même, hein, peut-être encore, tu peux aussi avoir la chance de trouver une autre piste Exactement. aussi par la même occasion. Donc, Exactement. Donc en fait, tu supprimes pas une option, tu t'ouvres le champ des possibles. ouais, c'est pas du gâchis, c'est pas perdu. Non. Et puis, pour moi, c'est tout un cheminement, ça fait partie du chemin. Ça fait Ouais. partie du chemin qui va mener au résultat que tu souhaites au final. Et puis, je pense que quand tu arrives devant le psychologue et que tu es prêt quand même à payer presque, enfin, je sais pas, les tarifs sont différents, mais c'est quand même pas donné. Ouais. Et à te mettre dans cette situation tellement inconfortable à prendre ce risque, c'est quand même pas par hasard, quoi. C'est Je serais ça. curieuse de savoir quel est le pourcentage d'adultes qui décident par eux-mêmes de passer ce bilan et qui finalement sont pas révélés, qui ne se voient pas révéler leur fonctionnement au Ah oui. potentiel. Je serais Ah oui, assez ça curieuse serait de savoir. Chez les intéressant, enfants, je ouais. pense que c'est différent parce que tu as d'autres choses, tu as les attentes des parents, tu as plein d'autres schémas qui peuvent venir influencer tout ça. Mais chez les adultes, enfin, je sais pas, c'est vraiment une question que je me pose. C'est vrai parce que quand tu te... bah, je suis sur pas mal de groupes Facebook aussi, hein. Et même les personnes que j'accompagne, dis-toi que j'ai 3 personnes que j'ai accompagnées à ce jour qui se sont découvertes à haut potentiel à travers mon coaching avec elles. Donc elles sont venues, pas au potentiel du tout dans leur tête, mais au final, elles se sont rendues compte qu'elles l'étaient et le diagnostic s'est avéré, tout ça. Ouais. Mais quand même, je me dis que si elles sont venues me voir, sachant que moi, j'accompagne les personnes à haut potentiel, c'est qu'à la base, elles se sont reconnues là-dedans, c'est pas possible. Il y a quelque Je chose pense qui qu'il les a y a fait une vibrer, vibration. quoi. Ouais, C'est ça. c'est ça. Il y a un peu en même temps. C'est dingue, c'est juste dingue. Oui, C'est mais comme toi, je sais pas si tu l'as remarqué, mais moi, ça me le fait maintenant. J'identifie très vite les fonctionnements au potentiel autour de moi. évidemment. Il y a des pas toujours, hein, il y a des personnes pour lesquelles je suis pas sûre. Et je me dis peut-être que, mais il y a des personnes pour lesquelles j'ai aucun doute. Et C'est c'est tellement flagrant. exactement, voilà. C'est comme le nez au milieu de la figure en fait. Et on se dit, Ouais, c'est ça. mais Puis des passé fois, à tu as côté. envie de leur dire, mais t'oses pas. Mais puis, tu les mènes sur des pistes. Et après, il y a les personnes qui, depuis toujours, le vivent bien. Donc, ces Oui, personnes-là, c'est les personnes qui ne se posent même pas la question, en fait. Tu sais, elles n'ont pas eu de problématique parce qu'elles ont eu un environnement favorable à leur développement. Donc,
Ça, c'est cool, on s'en rend pas compte. Mais c'est les personnes qui en souffrent ou qui en ont beaucoup souffert et qui cherchent des solutions. Ça, c'est des personnes, pour moi, c'est les personnes que j'ai vraiment envie d'aider et de leur montrer un autre chemin, quoi. Et de leur dire, hey, attends, c'est juste à cause de ça, t'inquiète pas, quoi. Ouais. Ou c'est juste Oui. grâce à ça. Oui. Du coup, Voilà. toi, tu disais tout à l'heure, tu as continué ton cheminement en consultant d'autres psychologues pour confirmer Oui. ou pour comprendre. Ouais, mais pour confirmer, parce que moi j'avais reçu donc mon rapport par email, et à ce moment-là, comme l'univers fait bien les choses et qu'il y a des synchronicités, j'étais sur un groupe Facebook avec des superbes amies à haut potentiel qui, elles, continuaient à m'aider et me dire, mais Mounia, mais c'est flagrant, mais arrête, ne te prends plus la tête, c'est clair et net et tout ça. Et à ce moment-là, il y avait un psychologue, alors je me rappelle plus de son prénom, mais pas mal connu dans ce domaine quand même. Je me rappelle plus de son prénom, mais c'est pas grave, qui était là pour intervenir dans ce groupe gratuitement. J'ai trouvé D'accord. ça extraordinaire et il a pris le temps d'analyser mon rapport, mon Ok. bilan, expliquer cette hétérogénéité, expliquer la conclusion, m'expliquer mes notes dans certains items, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Et il me l'a confirmé. Du coup, lui, il m'a vraiment confirmé. Donc là, je commençais à me dire, bon, ben, peut-être que c'est vrai. Peut-être Peut-être. encore. Je vais encore chercher ailleurs quand même. Ouais. Et j'ai la tante à mon mari qui est aussi psychologue et qui est spécialisée là-dedans, mais pour les enfants. D'accord. Et pareil, je lui ai envoyé mon bilan et puis elle m'a dit, Mounia, écoute, il n'y a aucun doute et si tu veux la vérité, c'est que je m'en doutais bien avant que tu fasses tout ça et que je le savais, etc. Donc voilà, j'ai quand même cherché à confirmer parce que j'étais quand même dans le déni pendant, Mhm. on va dire, 2-3 ans quand même après ça. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu es coach professionnel et tu accompagnes les femmes qui ont Ouais, ce profil au potentiel. ouais. Et tu les accompagnes en plus à libérer et dépasser leur peur, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Je les accompagne pour tout, c'est-à-dire tout ce qu'elles veulent. C'est, je veux être et être et être et être ça, je veux ça et ça. C'est-à-dire, je veux pas juste de la confiance en soi, augmenter ma confiance en soi, mais je veux aussi arrêter de procrastiner, je veux aussi me comprendre, me connaître mon identité, mes valeurs. Enfin, la totale, tu vois, parce que nous, on est comme ça. On C'est ce que fonctionne je comme voulais ça. dire. Mhm. Voilà, donc c'était une évidence d'accompagner les femmes à haut potentiel. Quoique, après ma certification, j'ai quand même hésité. J'avais encore un petit sentiment d'illégitimité. Je me D'accord. disais, mais peut-être que non, je peux pas, peut-être que je peux pas faire ça, je suis pas assez pour faire ça. Mais en fait, non, j'ai tout de suite neutralisé cette croyance limitante et je me suis dit, T'as avec sorti tout. le bazooka. Ah oui, 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 Vas-y, tous là, cette les fois, outils neuroscientifiques c'est terminé. pour travailler là-dessus, j'en pouvais plus, là, c'était pas possible. Ouais, Et non, c'était une évidence. Et effectivement, je me sens tellement alignée à cette clientèle, à ces personnes, à ces femmes, quoi, à leurs c'est génial. problématiques, à leur cheminement. Non, c'est une évidence, ouais. Et je voulais quand même te poser des questions. C'est que toi, tu as un passé de chimiste, c'est ça? Oui, c'est ça. Chimiste. Tu as travaillé dans l'enseignement Mhm. aussi? Oui, j'ai fait Ouais. ma petite enquête un petit peu. Ah, tu m'impressionnes. Tu l'as pas caché. Comment tu as décidé en fait de faire du coaching? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le cheminement qui t'a amené au coaching? J'arrive toujours pas à mettre les mots dessus. J'arrive pas à mettre les mots dessus. Moi, dès lors que j'ai commencé, dès que j'ai eu mon premier enfant, mon centre d'intérêt a un peu changé, tu vois, il a dévié. J'adore la chimie, j'adore les sciences, mais je me sentais pas à ma place dans un labo. J'avais besoin du concret. Moi, je fabriquais des molécules qui allaient servir à la fin de la chaîne, à la fabrication de molécules pour des médicaments.
D'accord. pour finalement être dans le milieu pharmaceutique. Mais ça me dérangeait d'être au début de la chaîne. Moi, j'avais envie d'être à la fin, de voir le résultat, l'impact sur le monde, l'impact sur les gens, sur les patients. Donc déjà, ça me dérangeait, ça, tu vois, je me disais, mais j'apporte rien au monde. Moi, je suis au tout début. Non, j'ai envie d'avoir, de créer des liens, tu vois, d'être en relation avec les gens, de voir ce que ça fait dans leur vie. Et à côté de ça, j'avais mis en place plein de nouvelles choses dans ma vie. Montessori, le minimalisme, le zéro déchet, les couches lavables, enfin tout ce qui a trait à l'éducation des enfants, enfin plein de choses. Et je commençais à mettre ça très très vite en place. J'incarnais ça et j'avais envie de le transmettre du coup. Tu vois, donc je transmettais aux gens, j'aidais les gens, j'étais sur des groupes, j'avais créé mon propre groupe Facebook pour aider les mamans, aider les femmes. Donc je Ouais. faisais du coaching, mais j'appelais pas ça coaching, j'apportais de l'aide pour aider les autres, quoi. Mhm. À quel moment vraiment j'ai voulu devenir coach? C'est quand on est revenu en France en 2018 et que on m'a annoncé que je pouvais pas défendre ma thèse finalement. Tu sais, il y avait plein de choses qui se sont passées qui ont fait que je pouvais pas défendre ma thèse. Alors que j'avais travaillé 10 ans dessus, je l'avais rédigée, enfin c'était presque prêt quoi. Ouais. Du coup, plutôt que de prendre ça comme un choc qui allait me pourrir la vie, je l'ai pris comme un tremplin. Je me suis dit, ok, je suis libérée de ce poids parce que de toute façon, je me sentais pas bien, mais là, c'est pas venu de moi, donc c'est venu de l'extérieur, c'est top. Je culpabilise pas. Je vais pas décevoir les gens en me disant j'ai abandonné. Non, c'est venu de l'extérieur, ça m'a arrangé. Mhm. Et je me suis dit, je vais rebondir. Avant d'atterrir dans le coaching, j'ai essayé d'intégrer les études de médecine. Parce que 10 ans de thèse, c'était pas assez, tu comprends? Donc je me suis dit, tiens, je vais repartir dans 20 ans de médecine, quoi. Ça me fait rire avec le recul. Parce que je recherchais le côté social, le côté humain, le Ouais. côté résultat concret sur une personne, et tout en gardant le côté scientifique, parce que j'adore ça, la recherche quand même. Essayer de lier tout ça. Voilà. Mm. Ouais, tu vois, de tout englober là-dedans. Finalement, ça n'a pas abouti. Et ensuite, j'ai eu une problématique dans ma vie qui a fait que je suis allée rechercher des solutions sur Internet, sur YouTube, et je suis tombée sur mon formateur. Je savais pas qu'il allait devenir mon formateur, qui parlait dans cette vidéo comme s'il s'adressait à moi, en fait. C'était dingue. Tu sais, quand tu tombes sur justement ces personnes qui te font vibrer parce que tu as l'impression qu'elles parlent de toi. Et à cette époque, ça c'était en 2019, il me semble. Oui, en 2019, il parlait de ses formations en présentiel à Paris. Et puis moi, ça m'attirait, ça m'allumait. J'avais vraiment envie de les faire. Je me disais, en plus, c'est les neurosciences, c'est la science, c'est la chimie du cerveau. On bifurque un peu, mais ça reste le domaine scientifique, médical aussi, social, relationnel, psychologique. Tout ce que j'adore dans la vie. Et en fait, je ne pouvais pas faire cette formation parce qu'elle était en présentiel. Sauf qu'un mois plus tard, il annonce qu'il lance sa première formation en ligne. Synchronicité. C'est quand tu te lances dans le truc, Ouais. l'univers conspire pour toi. C'était dingue. Et il a lancé sa formation en ligne. Et tout de D'accord. suite après, il y a eu le confinement. Donc ça tombait super bien parce que même les personnes en présentiel passaient en ligne. Ok. C'était juste génial. Et c'est là que je me suis lancée. C'est là que j'ai décidé que ça allait être ma carrière. C'est ma mission de vie. Je suis exactement là où je suis censée être. Et j'aimerais te poser une question parce que, tu vois, je l'avais noté déjà à l'avance, mais je pense qu'elle est assez juste. Il y a une question de transmission, souvent quand je t'écoute parler, dans ce que tu fais, que ce soit dans l'enseignement que tu faisais avant, dans ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce que tu expliquais de ce que tu expérimentais avec Montessori ou avec le zéro déchet, enfin tout ce que tu as mis en place. Le coaching aussi, il y a une part aussi de transmission. Ah, carrément. Qu'est-ce que c'est quoi ta relation avec cette notion-là de transmission? C'est ma mission de vie en fait. J'ai découvert que c'était ma mission de vie. C'est d'apprendre et transmettre.
transmettre et aider les autres à avancer. Tu sais, aider ceux qui sont juste à une marche en dessous de toi, à Ouais. monter, tu vois, à monter, à s'améliorer. Moi, c'est l'amélioration continue, le développement personnel. C'est toute une vie. Pour ça, on ne cesse d'évoluer. L'esprit, il est illimité, les connaissances sont illimitées, mais tu vois, les connaissances, ça suffit pas. En fait, moi, j'avais pas juste envie d'apporter des connaissances. C'est comme quand j'étais prof avec mes élèves, j'avais pas juste envie de leur apprendre la chimie. J'avais envie que ça fasse partie de leur vie, qu'ils l'incarnent, qu'ils la comprennent dans la vie de tous les jours, en y intégrant du plaisir, en donnant du sens à ce qu'ils apprennent. Comme ça, vraiment, ça reste. Ça dépasse le domaine des connaissances. Là, ça rentre dans la conscience. Oui, c'est vraiment faire l'expérience de... Exact. C'est vraiment faire l'expérience de. Donc, ça a toujours été. Et quand je suis allée aux États-Unis pour faire ma thèse, à peine je suis arrivée, on m'a appris que j'allais devoir enseigner. J'étais pas au courant. J'étais pas du tout au courant. Tu vois, moi, des fois, je me lance dans des trucs et je sais pas ce que je fais. Je suis pas au courant, je pars à l'autre bout du monde, mais j'étais pas au courant de ce qu'on allait demander de moi. Et quand on m'a annoncé que j'allais enseigner, mais j'étais complètement en panique. Alors, je connaissais l'anglais, mais pas l'argot, et pas le langage scientifique, et pas la chimie en anglais, puis pas avec des élèves d'université, quoi. Enfin, c'était juste un truc de dingue. Et au final, tu vois, quand je te dis le parcours initiatique, c'est le chemin qui te mène au résultat, et ben c'est grâce à cette expérience d'enseignement que je me suis rendu compte que j'adorais ça, en fait. Que c'était ça ma mission de vie. Ouais, Transmettre et m'adapter comment dire, pas au niveau de chacun, au rythme de chacun. D'accord. M'adapter au rythme de chaque élève, adapter mon cours à moi aux élèves et pas attendre à ce que les élèves s'adaptent. Enfin, c'était juste extraordinaire. Et j'avais eu des personnes, 2 élèves à haut potentiel et un élève qui était TDAH. Et le fait qu'ils aient réussi à augmenter leurs notes juste parce que j'ai changé ma façon de les enseigner eux Ouais. et ma façon de leur donner leurs examens, enfin de leur proposer l'examen à eux, et ben ça m'a motivée encore plus. Je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on perce dans le système de l'éducation nationale français aussi. Si on pouvait faire ça ici aussi, tu vois. Donc voilà, la transmission, mais c'est plus que juste de la transmission, c'est l'intégration. Aider à l'intégration et à l'incarnation des choses. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire beaucoup? Mon formateur m'inspire beaucoup. D'accord. Il est juste extraordinaire. Je dis pas ça parce que c'est mon formateur, c'est parce qu'il est comme ça qu'il est devenu mon formateur. Tu parles de David Lefrançois? David Lefrançois, ouais. David Lefrançois, ça a été la révélation pour moi. Juste extraordinaire. Obama m'inspire beaucoup. Michelle Obama m'inspire beaucoup. Oui. Sur un autre niveau. Si tu parles point de vue coaching, je suppose, ou à haut potentiel, ou... Écoute, je suis inspirée par beaucoup de monde, en fait. Je suis inspirée par mes clientes. Mes clientes m'inspirent énormément. Quand je vois ce qu'elles font, d'où elles viennent, où est-ce qu'elles en sont, ça m'inspire. Je suis inspirée par mes enfants. Quand je vois les leçons de vie qu'ils nous donnent tous les jours, ça m'inspire. Je suis inspirée par toutes les personnes qui sont prêtes à tout lâcher pour vivre une autre vie. Pour vivre la vie qu'ils désirent, quitte à tout quitter, tu sais, de la société de consommation, quitter leur job, quitter leur maison, voyager dans le monde. Voilà, moi, ça, c'est le genre de personnes qui m'inspirent. Les personnes qui donnent sans compter parce qu'elles ont confiance. Ouais. Voilà, elles ont confiance que l'univers va leur donner en retour, en fait, d'une manière ou d'une autre. Ça m'inspire énormément. Les femmes qui font des choses malgré le regard des autres, qui sont prêtes à affronter leurs peurs et à se dépasser, quoi qu'on dise. Mais tu sais, pour des choses, quand elles œuvrent dans l'amour et la bienveillance, bien sûr, hein, je ne parle pas de choses... voilà, c'est œuvrer, contribuer, Prendre quoi leur qu'on place. dise. Ouais, ça m'inspire. Des personnes comme toi m'inspirent, tu vois, mine de rien.
gentil. Des personnes, voilà, qui font des choses qu'on ne fait pas tous les jours et qui s'intéressent aux autres et qui veulent comprendre pour s'améliorer avec cette intention. Tu vois, les personnes qui ont l'intention de s'améliorer pour aider les autres à avancer aussi, à s'améliorer. Moi, ça me... Là, je t'en parle et tu vois, ça me Ouais. fait vibrer de l'intérieur, ça me donne des frissons, quoi. Ça m'inspire, ouais. Et les Ouais. effets de masse aussi. Ouais. Tu sais, comme les mouvements comme ça. Comme moi, je vois sur Facebook et tu le vois aussi, je pense, tu sais, quand tu t'entoures de personnes inspirantes, ce Oui. mouvement comme ça de Ça femmes qui emporte. évoluent. Ouais, ouais. Ah, ça Ça t'emporte, emporte ça... l'autre. Ouais, ça j'adore. Voilà, mais j'ai pas de grand nom forcément. Tu Oui, vois, oui. ça peut Mais être... je voulais te poser cette question pour deux raisons. D'abord parce que moi, je sais que j'ai jamais été fan. Tu vois, il y a des gens qui m'inspirent aussi, mais je suis pas fan à fond de quelqu'un. Et je l'ai constaté ça chez d'autres personnes aussi au potentiel. Et parfois, ben, j'avais l'impression que ça me faisait défaut et que Ouais, finalement, de pouvoir en fait se raccrocher comme ça à quelqu'un d'autre et ressentir en fait ces émotions, cette intensité pour quelqu'un que tu connais pas mais qui t'inspire. mm, Je me disais, ben ça doit être chouette parce que ça doit être porteur. ouais, mais c'est ça. Et comme on est dans l'affect, tu peux pas être Oui, fan de quelqu'un juste comme ça, effectivement. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je sais pas si tu as vu, j'avais fait un live sur mon profil par rapport à ça, juste à cette non, question c'est de d'être fan, que j'étais toujours en décalage avec mes camarades de classe, au collège, au lycée, je parce qu'ils regarderai, étaient... j'irai le voir. Je sais plus c'est lequel des lives, mais je t'assure parce que je comprenais pas, ils avaient tous des posters sur leur mur, ils allaient même à des concerts, Impressionnant. à des trucs de dingue et tout, et puis moi ça m'intéressait pas du tout, je comprenais pas. Autant je pouvais aimer une chanson, mais c'est pas pour autant que j'allais être fan de la chanteuse. Je veux Exactement. dire, à cette époque, Zinedine Zidane était venu à Strasbourg, Djemal Debbouze était venu à Strasbourg, Sarkozy était venu à Strasbourg, François Mitterrand était venu à Strasbourg. Ça me faisait rien. Tout Mhm. le monde allait en ville pour voir Zinedine Zidane en vrai, mais ça me faisait rien. Tu vois, j'allais pas me déplacer pour ça. Et j'en avais fait un live parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que c'est pareil pour toutes les personnes à haut potentiel. On n'arrive pas à être fan de quelqu'un parce qu'on ne connaît pas réellement la personne à l'intérieur. Et nous, ce qui nous rend fan, ce qui nous inspire, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. C'est comment elle est, c'est vraiment son affect, ses émotions, comment elle se Mhm. Sa dirige, profondeur. sa profondeur, c'est quoi Ouais. son identité réelle, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi sa contribution. Tu vois, c'est plus ça qu'un ballon de foot. Oui, mais du coup, on se retrouve aussi à être inspiré par des personnes, comment dire, qui ont une aura très forte, comme tu disais Michelle Obama ou Mandela. Ouais, ah oui, Donc oui, ça c'est des personnes inspirantes, mais en même temps, c'est un peu loin en fait. ouais. C'est quand même un peu loin pour que ça tracte vraiment, tu vois, que ce soit vraiment au Hmm. quotidien Oui, t'as l'impression applicable. qu'elles sont trop, qu'on est trop C'est des 10. icônes, Oui, c'est voilà, ça, c'est ça. hein. Ben, c'est pour ça que je te dis que je suis inspirée par mes clientes. C'est-à-dire, il n'y Oui, a pas besoin de se référer à des personnes célèbres, en fait, ouais. mais ta cliente peut avoir les caractéristiques à 100% de Michelle Obama. Mhm. Tu vois, sans avoir... tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu as les valeurs, tu as c'est cette contribution au monde, ce sourire, cette confiance, cette beauté, que ce soit physique ou morale. Ben, c'est pareil que Michelle Obama. Donc en fait, c'est pas Michelle Obama qui m'inspire, c'est ce qu'elle dégage. Et ce qu'elle dégage peut être dégagé par n'importe qui. mhm. Et c'est ça qui est inspirant, effectivement. Donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas fan de célébrités. Voilà, moi c'est vrai que ça m'a. Maintenant que tu le dis, je me dis ah bah c'est peut-être une caractéristique justement, je sais pas. Mais je sais, ouais, je sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose de ça parce que
Moi, je le constate, je l'ai constaté à plusieurs reprises. Et en même temps, moi, ça me fait du bien aussi de l'entendre, de le partager, parce que pendant longtemps, par exemple à l'adolescence, comme tu disais, quand tu as toutes tes copines qui ont des posters affichés sur les murs, bon, bah, je vais en mettre un aussi, apparemment, ça se fait. Voilà, c'est ça, pour s'intégrer. Apparemment, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je vais le faire parce que sinon, quand elles vont venir, elles vont trouver ça bizarre. Mais bon, franchement, voilà, bon, sans plus, quoi. Et Non, ça c'est met ça. le sentiment de décalage, tu vois. Mm. Et Ouais, ce sentiment de décalage, qui il est est... un peu, qui gêne, en fait, et qui embarrasse, avec lequel on ne sait pas trop quoi faire. On ne comprend pas d'où ça vient, pourquoi ce sentiment, et puis bah, quoi faire avec ça, quoi. Mm. Et donc, C'est- vas-y. Non, j'allais juste dire, les femmes à haut potentiel aussi, elles sont connues pour avoir un facteur de résilience plus élevé que les hommes. Donc nous, on va vraiment rebondir et se suradapter à beaucoup de situations. Et ça me fait penser à une image que j'avais postée il y a quelque temps tu sais, d'une clémentine à laquelle il manque un quartier et dans lequel tu vas placer une gousse d'ail. Donc Oui, c'est pas parce que, tu vois, c'est pas parce que tu t'adaptes que ça veut dire que tu es à la bonne place en fait. ouais, Et tout ça, à c'est fait. important de s'en rappeler, quoi. Ouais. Et donc, la deuxième raison pour laquelle je voulais te poser cette question, c'est que, en fait, tu m'épates parce que tu fais un live tous les jours sur ta page Ouais. Facebook. Ou C'est ton un compte défi que je me suis lancé très récemment, ça. Et je me dis, enfin, très récemment, t'en es à combien là? À 58 jours, je pense. Ouais, ben voilà, ça fait pas 2 jours ou 3 jours, tu vois. Ouais. Et je trouve je trouve ça inspirant parce que déjà, c'est tous les jours tu changes de sujet, tous les jours tu partages des choses où on sent que tu mets ton cœur. Et je me disais, mais où trouve-t-elle toute cette inspiration? Parce que moi, je me sentirais un peu sèche, en fait, tu vois, par rapport à cet exercice-là. Et donc, c'est pour ça aussi que je voulais te poser cette question. Mm. Ben, je pense que tu penses que tu vas te sentir sèche, mais une fois que tu vas commencer Tu vas me vraiment à... coacher là. Voilà, bon, déjà la masterclass, je pense que ça va tu vois, te redonner pas mal de confiance. Mais c'est vrai que j'aurais pas fait ça tout au début de ma carrière professionnelle, là, c'est sûr. Tu vois, j'ai quand même beaucoup travaillé sur moi, un travail en profondeur. Et moi, j'ai toujours aimé les challenges. J'ai besoin de défis. Le défi, ça me fait vivre. Et me lancer ce défi ne m'a pas trop posé de soucis. Parce que tu sais, on a toujours des choses à dire. Regarde avec toi, là, on pourrait discuter des heures. Avec d'autres personnes, voilà, tu pourrais discuter des heures. Donc, des sujets comme ça en profondeur, il y en a toujours. Et le fait de lâcher mon besoin de perfection, Mhm. tu vois, m'a beaucoup aidé pour ça aussi. C'est aussi un travail sur moi. Faire des lives tous les jours me permet de indirectement gagner en confiance en soi, en image de soi, en affirmation de soi. La confiance en soi va augmenter parce que je m'engage. Donc plus tu t'engages, plus ton cerveau se dit, elle, quand elle s'engage, elle va au bout des choses, elle le fait, donc elle va le faire. Donc même quand tu vas te fixer un autre objectif plus tard, ton cerveau va être persuadé qu'il va le réaliser, Oui, cet c'est objectif, tu possible. vois, Mm. que c'est possible parce que tu l'as déjà fait. Donc il y a tout ça aussi qui me motive, c'est que mon cerveau est en train de travailler en même temps que je fais ça, tu vois. C'est pas juste la question de faire un live par jour, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est s'accepter, s'aimer, c'est être capable de faire un live même quand ça va pas, même quand je suis fatiguée, même, tu vois, pour aussi montrer aux gens que ben, tout est possible et que la perfection n'existe pas et que c'est ok, que c'est pas ça qui va retirer quelque chose à votre valeur, quoi. Mhm. Et, euh, et en même temps, évidemment, ça me permet de me faire connaître aussi parce que c'est bien plus qu'une carte de visite, quoi. Un live, tu vois, Ouais, les gens, ils savent exactement qui tu es, ils savent c'est vrai. s'ils embarquent dans ton monde ou non. Et voilà, connaître l'humain qui est en toi, quoi. Mhm. Donc tout ça, tu sais, tu y mets du plaisir et tu y mets du sens.
Et c'est ça qui te permet d'atteindre un objectif. Donc là, tu te dis, mais où elle trouve cette énergie? Ben, en fait, c'est pas où est-ce que tu trouves l'énergie, c'est quand tu y mets du plaisir et que tu donnes du sens à ce que tu fais que tu as l'énergie, c'est automatique. Ouais. C'est la motivation intrinsèque, en fait. Si... Pardon, t'allais dire Non, quelque chose? vas-y, non, t'inquiète pas. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie, pro ou perso, ce serait quoi à refaire différemment? C'est une bonne question, ça. Franchement, si je devais te répondre comme ça, instantanément, je te dirais je referais rien parce que c'est tout ce que j'ai fait, même mes plus grosses erreurs qui m'ont permis d'en arriver là. Mais Donc c'est je te super. dirais je referais absolument rien parce que je me sens un peu comme Santiago, je sais pas si tu as lu L'Alchimiste. Oui, je l'ai lu. Voilà, mais exactement comme lui, partir loin, loin, loin pour revenir à la case de départ pour trouver ton Oui, trésor. Donc, j'ai envie de te dire, je referai rien. Par contre, ouais, par contre, une chose que je changerai et que du coup maintenant j'ai changé et que je mets en place tout le temps, c'est d'être consciente de quelle est mon intention avant chaque action. ouais, d'accord. Vraiment tout faire avec intentionnalité. Ça, je veille à faire ça tout le temps, tout le temps. Parce qu'avant, je faisais pas ça. Et c'est ce qui m'a mené à des résultats bizarroïdes comme une thèse non défendue parce que mon intention de base, quand je suis partie aux États-Unis, c'était pas réellement pour faire une thèse, c'est que j'étais assoiffée de découvertes et d'aller Ouais, ailleurs et découvrir d'autres cultures, d'autres personnes. Et ça a clairement joué sur le résultat obtenu au final, tu vois. Mais en même temps, c'est ce chemin qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc, tu vois, je referai rien vraiment dans ma vie. Tout est toujours parfait, comme dit François Lemay. Tout est toujours parfait. Je t'avais proposé pour terminer de choisir une citation. Alors, je sais que c'était compliqué. Alors, Oui. si tu veux, tu peux en dire 2 ou 3, hein, mais voilà, si tu en as une en particulier qui te tient à cœur et sur laquelle tu veux dire un mot ou 2, ce serait parfait. Bah, une en particulier qui me tient à cœur, c'est vraiment celle de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, c'est tout ça. Ça, c'est la vie. Ça, c'est vraiment la citation à retenir. Un Parce... condensé, ouais. Pardon? Un condensé, Oui, c'est génial parce que finalement, il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut faire. Nos capacités n'ont pas de limite, notre cerveau n'a pas de limite, l'abondance n'a pas de limite. Tu vois, les limites, on se les crée nous-mêmes. On se fixe des limites. C'est la société qui nous fixe des limites. Mais quand on ne sait pas que quelque chose ne peut pas être atteint, on le fait. Tu vois, quand je suis partie aux États-Unis, j'étais très jeune. Je suis partie vraiment comme ça, toute seule, d'un coup, sans savoir où je mettais les pieds, mais ça m'appelait. Si on m'avait dit, si j'avais laissé le temps aux gens de me projeter leur peur, je l'aurais peut-être pas fait. Je me serais dit, mais c'est impossible, effectivement. Mais en fait, non. Et c'est pareil pour tout. Un enfant, si on lui disait à la base que c'était impossible de marcher, il ne marcherait jamais. ouais. Tu vois, et C'est cette pour ça que c'est citation... bien qu'ils sachent pas encore parler au moment où ils doivent Ouais, apprendre à marcher. ouais, et tu vois, on projette tout de suite nos peurs à nos enfants. Non, 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 grimpe pas là, tu vas tomber. Non, tu vas tomber. Non, tu vas te faire mal. Alors que peut-être pas, en fait. Il va peut-être pas se faire mal, au contraire. Mais ça, c'est une citation qui me fait penser aussi à l'histoire de Thomas Jefferson. Tu vois, à qui on a dit que c'était un cancre, à qui on a remis une lettre à l'école et on lui a dit de donner cette lettre à sa maman. Lui, il savait pas ce qu'il y avait écrit dedans. Et en fait, dans la lettre, tu es un cancre, il c'est un cancre, il peut rien faire, nous, on doit le virer de cette école, c'est pas fait pour lui, etc. Mais sa maman, quand elle lui a lu la lettre, elle lui a dit, en fait, ton professeur dit que tu es un génie, que tu as des connaissances incroyables, une curiosité incroyable et que les professeurs ne sont pas à ta hauteur et que c'est pour ça qu'ils ne peuvent plus t'enseigner parce qu'ils ne peuvent pas t'offrir ce dont tu as besoin, tu vois, tu es extraordinaire. Et c'est que quand sa mère est décédée, qu'il a retrouvé cette lettre où il y avait écrit qu'il était un cancre. Si on lui avait dit que c'était un cancre à ce moment-là, il y aurait cru,
il aurait développé le comportement du cancre avec les émotions qui vont avec, il n'aurait rien fait. Dans cette image, ouais. Ouais. Et ça, cette histoire, moi, elle m'a fait pleurer hein, la première fois que j'ai lu ça. Mais voilà, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc, en fait, quand on veut faire quelque chose, on doit juste y aller sans écouter ceux qui nous disent que c'est pas possible, parce qu'ils ne font que projeter sur nous leur propre peur. Ouais. Même si c'est difficile, Même si c'est difficile, du moment que c'est un appel de l'âme, il faut y aller sans écouter l'ego. Du moment qu'on fait les choses par désir. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Un mot de la fin? Oula. Ben oui, ça fait une heure déjà qu'on discute. Ouais, mais tu vois, on pourrait parler des heures et des heures. Je sais absolument pas quoi rajouter, mais j'ai envie de dire aux gens en fait que, voilà, au potentiel ou non, le développement personnel doit être accessible à tout le monde et ça doit être quelque chose à prendre au sérieux par tout le monde. On est là, pour moi, on est sur Terre pour nous développer personnellement. On n'est pas là pour le mettre au boulot dodo, on est là vraiment pour grandir, pour nous comprendre et pour contribuer, tu vois. Et au potentiel ou non, j'ai juste envie de dire aux gens de vraiment investir en eux. C'est essentiel parce que moi aussi, à l'époque, je me disais mais n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est pas possible que les gens réussissent, ils affichent leur bonheur comme ça, c'est que c'est pas vrai, etc. Mais en fait, c'est vrai, tout est vrai, c'est pas des mensonges, c'est pas une arnaque. Et quand j'ai su ça, tu vois, j'avais aussi envie de le crier sur les toits, quoi. Tout ce que j'ai cru qui n'était pas possible est en fait très accessible. C'est à qui veut le saisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est allez-y, foncez si vous avez des souffrances, des problématiques et que vous avez envie de vous en sortir, bah, sachez que c'est possible, tout simplement. Voilà. J'aime bien quand tu dis à qui veut le saisir. Je trouve ça très joli en fait. À qui veut les saisir, ouais. Parce que c'est là que on en revient à la connaissance ne suffit pas. Tu sais, quand on te dit que fumer tue, même si c'est écrit sur les paquets de cigarettes, ça n'empêche pas les gens de fumer. Donc c'est à qui veut se laisser l'information pénétrer au domaine de la conscience pour subir une transformation intérieure. Et pas que ça reste juste surfacique comme ça. Parce qu'on sait tout. Tu vois, toi, tu vas parler dans tes coachings de certains outils, tu vas parler de l'hypnose, tu vas parler de la méditation. On parle de ces choses-là, on sait que manger sainement, c'est bien, c'est bon pour la santé, le sport, etc. Mais à un moment donné, il faut mettre les actions en place pour vraiment incarner ça, pour que ça transforme des vies et pas que ça reste juste là, à flotter. Oui, c'est tellement vrai parce que on voit bien qu'aujourd'hui, avec Internet, on est à une époque où toutes les informations, tous les savoirs sont accessibles. Tu te poses une question sur n'importe quel sujet, tu vas dans Google, tu trouves ta réponse. Ouais. En fait, tous les savoirs sont accessibles. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces savoirs? Comment on les utilise? Comment on les intègre? Et comment on les incarne? Qu'est-ce qu'on choisit d'incarner? Ça, c'est une autre étape. C'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie, mais ça ne veut pas dire que c'est pendant toute la vie qu'on va résoudre les mêmes problématiques. À chaque fois, on passe à un niveau supérieur, à chaque fois. Ce que je voulais dire aussi, juste pour en finir, c'est que j'ai envie que les gens soient confiants que quand ils agissent dans l'axe du cœur, vraiment l'univers conspire pour les aider. Tu vois, après, il y a des synchronicités, ils doivent juste être réceptifs au message. Quand tu as un désir, par exemple, tu n'aimes pas ton travail, tu as envie de changer de travail parce qu'il te pourrit la vie, parce que tu es mal, parce que tu as fait un burn-out, parce que ça t'empêche de passer du temps avec tes enfants, etc. Donc, tu es dans cette souffrance-là. Dès lors que tu décides, avec amour et désir, que tu ne veux plus de cette vie-là, l'univers conspire pour t'aider et te montrer le chemin.
Ça, je l'ai expérimenté, mais tellement de fois dans ma vie que j'en suis tellement confiante. Et j'ai envie que ces personnes aient confiance en ça. Voilà, c'était les mots de Eh la ben, c'est un fin. beau message pour terminer. Merci beaucoup, Mounia. C'était un vrai Mais je bonheur. t'en prie. Merci à toi, Sylvie, c'est très gentil. À bientôt. À bientôt. Et voilà, cet épisode avec Mounia Sacha se termine. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit commentaire. Vous pouvez m'écrire sur sensatypique.com. Je serai curieuse de savoir ce que vous avez aimé, les sujets sur lesquels vous vous questionnez et les personnes que vous aimeriez entendre. Si vous avez des questions par rapport à l'épisode qui vient de s'achever, vous pouvez aussi me les transmettre. J'y répondrai dans 2 semaines. Vous trouverez dans le descriptif l'adresse mail pour joindre Mounia directement. Et je peux déjà vous dire que l'épisode suivant sera un peu différent puisque j'y reçois 2 invités et que nous parlerons de diversité cognitive au travail. À très vite, bye bye.